Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Y a pas que le sport. Aujourd'hui, nous allons parler des musiques de grande compétition. Et bien, comme promis, on fait cette partie 2 avec mon invité, Keys, fondateur de My Media Rooms. Merci d'accepter de nouveau mon invitation. C'est normal, on avait dit qu'on faisait une partie 2, Exactement. Il y a tellement de choses à dire. Exactement. C'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Avec Keys, on avait promis de faire cette deuxième partie. Voici cette partie, les musiques de grande compétition, on y est. La musique et le sport font désormais la paire, c'est une source de motivation et également un moment d'émotion. Alors nous allons revenir sur ces tubes et ces chansons devenues incontournables lors de certaines compétitions. Keys, lors de notre émission partie 1, on avait parlé des musiques officielles de la Coupe d'Afrique des Nations, dont on entend malheureusement très peu parler. Pourquoi on entend, on entend très peu parler du coup des autres musiques, mais dans d'autres disciplines? Parce que là, pour le foot, ça existe. Bien sûr. Mais par exemple, pour les compétitions de rugby, de basket Afrique, pourquoi il n'y a pas de musique officielle? Alors, il y a des musiques officielles, mais on n'en entend pas parler. Tout comme le sport, le football est une vitrine internationale énormissime. Donc forcément, on entend parler ou on entend tout court les musiques concernant cette compétition, en l'occurrence la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a souvent des musiques, donc on en parlait à la première émission. Il y a tout le temps une musique forte qui accompagne la Coupe d'Afrique des Nations. Sur les autres compétitions, donc peut-être on parle moins, qu'on médiatise moins, il y a souvent des chansons, des musiques qui les accompagnent, mais c'est simplement naturellement qu'on n'en entend pas parler, puisque les événements en eux-mêmes sont beaucoup moins médiatisés, sont beaucoup moins diffusés. Donc du coup, ça empathie sur les musiques qui les accompagnent. Un problème de médiatisation qui fait que... Voilà, et parfois il y a même des fédérations ou des compétitions qui ont juste une musique officielle, un jingle d'entrée des équipes sur le terrain ou des choses comme ça, mais pas véritablement un outil marketing musique qui va permettre de fédérer autour de la compétition. Exactement, de mettre en avant la compétition. De mettre en avant la compétition. Ça existe certainement moins dans les compétitions, peut-être les arts martiaux, les compétitions de rugby. Alors de basket, il y en a, puisque le basket et la musique sont intimement liés. Mais oui, sur d'autres sports comme le handball ou le tennis de table, c'est certainement moins important, moins mis en avant. Et les fédérations, ils pensent sûrement pas. Sûrement pas, voilà. Exactement. D'accord. Alors on va parler, du coup, on va rester dans le foot. Enfin, du moins dans le foot, on va rester dans des grosses compétitions. On va parler un petit peu de ces tubes qui, malgré eux, sont devenus des musiques officielles de compétition. Et la première, c'est la musique de Gloria Gaynor, qui est devenue l'hymne, si je puis dire, de l'équipe de France 1998, donc qui avait gagné la première Coupe du Monde française. Bien sûr. Donc Gloria Gaynor, comment cette musique est devenue... Alors, ça, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que... elle est arrivée de nulle part et à un moment donné, c'est devenu un phénomène mondial. C'est vraiment... Mais vraiment. Vraiment. Et particulièrement pour l'équipe de France. Donc en fait, pendant la Coupe du Monde, il y a un joueur de l'équipe de France qui s'appelle Vincent Candela, c'était un peu le pitre de l'équipe, très bon coéquipier, très bon joueur par ailleurs, il jouait en Italie quand il était en équipe de France. Et pendant un taureau, vous savez, c'est les petits jeux qu'on fait dans les entraînements, au foot, il chantonnait cette chanson de Gloria Gaynor, I Will Survive, qui par ailleurs était une chanson connue de tous dans les clubs, dans les nightclubs, qui avait fait les succès dans les années 70-80. Et il chantonnait ça. Et c'est devenu viral dans l'équipe. Tous les joueurs ont repris petit à petit, et puis ça s'est su par les médias, et puis I Will Survive, et c'est devenu la chanson numéro 1 du vestiaire de l'équipe de France, puis la chanson numéro 1 des supporters et du public, des Français, de tout le monde, des médias. Ça s'est exporté, c'est devenu... Voilà. Et en fait,
c'est comme ça des épiphénomènes qui grandissent, mais ça vient souvent des vestiaires. Ça vient souvent d'une ambiance qui imprègne une équipe et ça vient souvent de là, quoi. Et c'est assez fou de se dire que... Est-ce que là, du coup, on peut parler pour la Coupe du Monde 2018, on peut parler du Candela Kimpembe? C'est complètement les mêmes. Hein. Je ne sais pas s'ils se sont parlé, s'ils se sont appelés, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ressortent de ces joueurs un naturel qui fait plaisir à voir. Et quand on voit Kimpembe avec son enceinte et avec de la musique non-stop, que ce soit dans leur hôtel, dans les vestiaires, fêter les victoires ou montrer leur bonne humeur, leur joie d'être ensemble, de gagner ensemble pour la France, et de là ressortent la playlist des joueurs, tout simplement. Et on peut entendre les musiques de MHD, de NASA, de VG Dream. Enfin, voilà, tous ces artistes-là, malgré eux, sont devenus des phénomènes nationaux. En tout cas, ça leur a permis de rebooster les ventes. C'est une deuxième vie un petit peu pour ces tubes-là. Hein. Bah oui, bien sûr, parce que VG Dream, si on prend l'exemple de VG Dream, sa chanson, vous pouvez amener la coupe à la maison. Amener la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Et bien cette chanson, elle n'était pas forcément destinée aux Bleus. Il avait fait une musique qu'il a très vite réadaptée pour les Bleus à l'occasion de cette Coupe du Monde. Et en citant un maximum de joueurs, en tout cas les plus proches pour lui. Et il en a fait un tube. Là, honnêtement, c'est quand même planétaire. C'est sorti au-delà des frontières françaises. Hein, c'est vraiment. Bien sûr. Ça a été quand avec même cette rythmique africaine aussi. Exactement. Avec tous ces joueurs français d'origine africaine. Il y a cette connotation aussi et ce lien entre l'Afrique et la France. Exactement. En tout cas, sur le plan musical, qui nous ravit, qui fait danser tout le monde, qui a cette connotation festive. Et quoi de mieux qu'une Coupe du Monde pour célébrer ça. Pour célébrer avec une équipe de France championne du monde. Championne du monde. C'est pour VG Dream, c'était VG Dream, je pense que dans ses rêves les plus fous, il n'aurait pas imaginé ça. Non, pas du tout. Vraiment. Donc il a bien fait. Il a bien fait parce que le timing était court, il s'est bien adapté, ils sont rentrés en studio, ils ont adapté la chanson. Il a collé. Parce qu'apparemment il s'était dit s'il gagne, je sors le son et s'il ne gagne pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est comme au poker, hein. C'est un pari gagnant. Un vrai pari gagnant. Ouais, vraiment. Gagnant. Est-ce qu'on peut parler de cette chanson We Are the Champions de Queen? Ça, c'est devenu une hymne. Ça représente le sport, c'est devenu vraiment mythique, quoi. Bien sûr. Mais à la base, ce n'était pas de nouveau un tube qui était prédestiné à avoir vraiment ce rapport avec le sport. Ah non, We Are the Champions, c'est donc cette chanson du groupe Queen qui a, pareil, une chanson phénomène, parce que elle parle d'universalité, elle parle de dépassement de soi, elle parle d'affirmation de soi, de qui on est, solide sur ses appuis, fier de ce qu'on est, où qu'on vive, et c'est donc un message universel. Et ce message universel, quel domaine est le mieux placé que le sport pour reprendre ses valeurs et pour reprendre pour parler d'universalité. Et donc, il y a aussi cette connotation très sportive de champions, donc qui colle à la peau des sportifs. Et très franchement, on peut parler au-delà du football, au-delà du basket, au-delà du rugby ou d'autres sports, que c'est un message qui rend fier les gens et qui rassemble aussi les peuples. Donc je pense que le sport ça fait toute la beauté du sport, en fait. D'avoir une discipline qui soit associée à ce genre de musique. Exactement, et puis c'est une musique vraiment symphonique, avec une grandeur d'âme qui est vraiment très très liée au sport. Donc finalement, ils ne l'ont pas forcément écrite pour ça, mais ça colle bien. Mais ça colle parfaitement, et le sport a très bien fait de s'inspirer de cette chanson pour le reprendre dans plusieurs compétitions,
à plusieurs occasions et notamment lors des titres remportés par des équipes, que ce soit des compétitions nationales ou internationales. Et j'aimerais qu'on parle, pour finir, de cette musique qui, aujourd'hui, c'est devenu la musique phare de la boxe. Ah oui. Et donc, c'est la musique Eye of Tiger. Eye of the Tiger. Yes. Tigers. Bon, mon anglais n'est pas top, hein. Vous l'aurez compris. Qui a eu suite au film Rocky. Rocky, oui. Il y a eu un énorme succès. Et du coup, c'est devenu la musique officielle qu'on peut retrouver lors de certaines grosses compétitions de boxe. Quand des boxeurs arrivent sur le ring, c'est dingue quand même. Mais ce n'était pas une musique qui, comme les deux autres, avait été créée pour ça, quoi. Oui, The Eye of the Tiger, c'est une musique qui a été composée, mais elle a été diffusée dans le film de Rocky. Ouais. Donc il y a aussi déjà, on va dire, ce premier lien avec le sport, avec la boxe. Parce que voilà, c'était un film sur la boxe. Parlant de la boxe, voilà. Et que la boxe est un des seuls sports qui, justement, réussit à bien raconter des histoires autour de son sport, autour de la boxe. Oui. La boxe, les cinéastes ont réussi à s'emparer de ce sport pour vraiment raconter de belles histoires. Oui. Et la musique est très importante dans ces films. Et cette chanson-là, elle est plus forte que toutes les autres. Ouais. Les gens se la sont appropriés. Exactement. Que ce soit les boxeurs, que ce soit le public, ouais. Les gens qui n'étaient pas forcément aussi intéressés par la boxe, ouais. Mais qui ont adoré Rocky. Ouais. C'est pareil, je pense que ça fait partie de ce genre de musique, oui. Ou de phénomènes rares qui dépassent la fonction première qui leur était dédiée, c'est-à-dire accompagner un film. Voilà. Là, c'était vraiment destiné à un film, mais aujourd'hui, ça accompagne toutes les compétitions de boxe, puis, même de catch des fois. Bien sûr, parce qu'il y a un côté punch, quand on entend la mélodie, elle est très vindicative, elle est très, je dirais pas guerrière, mais voilà, il y a un truc pour se motiver. Voilà, c'est vraiment le terme, c'est vraiment la motivation. C'est ça, exactement. Ouais. Et puis la musique a aussi ça, de relever aussi un petit peu les émotions, ouais. D'élever un peu les émotions, de se mettre dedans. Pourquoi les joueurs ont souvent aussi de la musique dans les oreilles, donc que ce soit dans le bus, dans le car. En arrivant sur le terrain, quand ils arrivent dans les stades, pardon. Voilà, plutôt. Exactement. Pour parler de mon cas personnel, j'avais toujours de la musique quand je rentrais sur les terrains de basket. Ouais. Nous, on demandait aussi, soit à notre club, de mettre de la musique pendant qu'on s'échauffait, pendant qu'on faisait nos entraînements avant match, échauffement d'avant-match. Et ça devient culturel en fait, ça fait partie du sport, la musique fait partie du sport, à certains niveaux certes, mais ça fait partie de ça nous met dans une ambiance, ça nous donne des émotions, ça nous met dedans quoi, ça nous motive, ça nous sublime, et je pense que, et c'est pour ça aussi, ce qui est bien, c'est que la musique a ce truc de s'adapter aussi à chaque personnalité, à chaque sportif. Et à chaque compétition aussi, voilà. Parce que là, pour le coup, cette musique, elle s'adapte très bien, aujourd'hui, à la boxe, quoi. Ah non, cette musique, elle est parfaite pour la boxe, comme We Are the Champions, elle est parfaite pour le symbole de la gagne, oui. VG Dream, ramener la coupe à la maison, c'est ce qui s'est passé. Exactement. À l'international, est-ce qu'il y a des disciplines qui ne possèdent pas d'hymne ? Est-ce qu'il y a des disciplines où... pas plutôt des disciplines, mais est-ce qu'il y a certains pays qui n'ont pas d'hymne ? Ça n'existe pas. Non, je ne pense pas que ça existe des pays qui n'ont pas d'hymne, ou en tout cas qui n'ont pas une musique qui représente... déjà, il y a l'hymne national, déjà pour chaque pays. Mais non, je pense qu'après, il y a des sports peut-être qui sont moins adeptes de musique, donc qui vont dans leur... On serait plutôt aux pays d'Asie. Pays de l'Est, ou peut-être pays d'Asie, oui. Il faut dire que, par exemple, en Afrique, la musique est présente partout, tout le temps. Dans tout. Voilà, dans tout. On va vendre du savon, il y a la musique. C'est ça, voilà, exactement. Vraiment dans tout. Et on aime ça, on aime la musique. Et puis, quand il me semble l'avoir dit dans la première émission, mais les entraînements, c'est en rythme. Exactement. En rythme, même quand il n'y a pas de musique, c'est les joueurs qui créent le rythme en tapant des mains. Ouais, voilà. Ouais. Mais je pense qu'il y a une culture de la musique qui est plus ou moins présente dans
dans les compétitions, dans les fédérations, et qui accompagne plus ou moins les sports, en fait. Et il y a des sports qui se prêtent beaucoup plus au jeu de la musique, que d'autres qui s'y prêtent moins. Après, je pense que c'est sur le globe, au niveau géographique, en Amérique du Sud, la musique est très présente, elle est très importante, et ça va s'adapter aussi, je pense, c'est pas systématique, quoi. La musique n'est pas systématique, elle est régulièrement présente, mais elle n'est pas systématique. Puis après, voilà. Je voudrais qu'on parle justement de ces cultures, musique et autres. Là, actuellement, on est dans une période de Coupe du Monde de rugby, et qu'on parle des Néo-Zélandais pour chaque compétition. Eux, ils font le haka. Alors, pourquoi ils font ce haka-là, et est-ce que c'est par rapport à leur culture, est-ce que le haka est beaucoup plus important que l'hymne national? Alors, ça, pour savoir si le haka est plus important que l'hymne national, je ne pourrais pas dire. Je pense que non, quand même, parce que l'hymne national, ça reste quand même quelque chose de très, très important. Mais le haka, chez les Néo-Zélandais, c'est primordial. Enfin, comment dire, c'est viscéral. Parce qu'ils le font vraiment pour toutes les disciplines. Hein. Toutes les disciplines. C'est vrai qu'on l'a vu, ça a été mis en avant grâce au rugby. Grâce au rugby, exactement. Donc, beaucoup l'ont découvert grâce au rugby, mais ils le font pour toutes les disciplines. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est une danse, c'est une invocation, c'est comme une espèce un moment hors du sol pour ces Néo-Zélandais. C'est très traditionnel, hein, c'est très culturel, ça vient de très loin. C'est ancestral. Et c'est une danse, une posture, des invocations qui sont pour les motiver eux et pour envoyer un message à l'adversaire. Alors, il n'y a rien de... C'est un chant guerrier, donc c'est pour effrayer aussi son adversaire. Exactement, voilà, parce qu'il y a la musique, donc, qui est plus... c'est pas une musique, mais c'est plus... des invocations, des cris de guerre, etc. Et puis ça fait peur parce qu'on les voit comme ça. Et oui, c'est ça, c'est pour effrayer l'adversaire. Et ça a été souvent mal pris par les équipes adverses. Aujourd'hui, ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Mais ce qui est intéressant, et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que on le voyait beaucoup sur le rugby, et il y a des équipes d'autres sports en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas que le rugby, et on le voit que ce soit au basket, au handball, dans d'autres sports, les équipes collectives font le haka. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le pays, et ça vient de très très loin. Et là, maintenant, ça commence à être accepté. C'est culturel, mais là, comme vous l'avez dit, c'est bien ancré dans les mœurs. Bien sûr. Et puis, les équipes néo-zélandaises communiquent bien autour de ça en disant qu'il ne faut pas que les équipes le prennent pour eux. C'est un chant, c'est un cri de guerre, c'est un chant de guerre, mais qui est... c'est pacifiste, quoi. C'est pas. Il n'y a rien de mauvais. Hein. C'est vraiment juste culturel. C'est pour eux les motiver et effrayer l'adversaire. C'est tout. Et puis ils ont le droit de le faire. Surtout. Voilà. Et puis on se souvient de cette image aussi avec. La Coupe du Monde de rugby. Voilà, où c'était l'équipe de France, je crois, qui se tenait comme ça. Moi, je me souviens de Sébastien Chabal. Et puis ils étaient là comme ça devant, et ils disaient nous on n'a pas de haka, on n'a pas peur, par contre on est soudés, et on vous regarde dans les yeux, on n'a pas peur de vous, et on va vous affronter c'est vrai. sur le même pied d'égalité, quoi. Et votre haka ne nous fait pas peur. C'est vrai. Et c'est moins que la musique. Autrement que la musique, c'est un autre moyen d'expression, de motivation et d'expression de son envie de gagner et de battre, et de combattre, quoi, et de vaincre. C'est particulier le haka, mais c'est bien de respecter comme ça la culture et de conserver ces coutumes-là. Bien sûr. Vraiment bien. Est-ce que aujourd'hui les retombées financières poussent certaines institutions, on va dire européennes et américaines, à associer la musique et le sport? Donc à forcément organiser soit un petit concert à côté où il y a cette partie aussi, il y a la manne financière, forcément. Évidemment, bien sûr. Alors c'est toujours des événements en marge d'une grande compétition sportive qui vont générer du public. Et donc forcément un peu de cash. Voilà, c'est ça. On parle du Super Bowl où il y a ce concert au milieu du match. Aujourd'hui, on ne peut pas faire le Super Bowl sans cette coupure pub avec le concert. C'est pas possible.
Bien sûr, c'est devenu culte. Les spots publicitaires du Super Bowl et le concert de la mi-temps du Super Bowl. C'est devenu, c'est rentré dans les mœurs, quoi. Enfin, c'est obligatoire. Alors évidemment, on va pas se mentir, c'est très marketing. C'est que des grosses vedettes, des grosses stars qui viennent, qui sont présentes lors de ces concerts. On peut parler aussi des concerts durant le All-Star Game de basket en NBA. Aussi. Voilà. Oui. On peut parler pendant les finales également de tous les petits événements qui se font en marge dans une ville. Oui. Donc toute une ville va s'approprier un événement et va organiser des petits concerts, des happenings, des mini-festivals, etc. Et la musique a toujours ce rapport avec la fête et donc a toujours ce rapport avec ces festivités qui sont organisées autour de grandes compétitions sportives parce qu'on sait que c'est quand même des mannes financières importantes, que ça rassemble les gens et que c'est incontournable. Donc la musique, elle est incontournable aussi dans ces moments-là. Donc c'est important, c'est vraiment important. C'est une manne financière, ça rapporte beaucoup d'argent, mais bon, c'est quand même triste que nous, au niveau de l'Afrique, on n'a pas encore compris ça. Il faut que surtout comme vous l'avez dit tout à l'heure, que l'Afrique a toujours été bercée par un festival la musique. Un festival de musique, comme il s'est passé pour Zaïre 74, lors de la venue de Ali, du combat en marge du combat Ali Foreman. C'est des modèles qui sont largement réalisables aujourd'hui parce que voilà, on a un nombre d'artistes africains présents sur le continent et même présents en France qui pourraient animer des concerts, des festivals. Voilà, c'est juste une envie, une volonté des fédérations, des gouvernements aussi, pour pouvoir faire venir de grandes vedettes et associer. Voilà, ça permettrait même d'avoir un peu plus de visibilité. Aujourd'hui, on l'a remarqué avec la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas eu, c'est vrai qu'il y a eu une très belle cérémonie. Ça, en tout cas, l'Égypte a fait un très bon travail là-dessus. Mais il n'y a pas eu il y a eu quand même un manque de visibilité comparé aux autres grosses compétitions. On aurait pu plus en parler, on aurait pu plus mettre en avant cette compétition qui est très importante pour tout le continent, si peut-être on avait associé certains artistes. Bien sûr. Pas forcément des gens, des locaux, on va dire, du continent, de la diaspora. Il aurait suffi de prendre des artistes connus de la diaspora et puis. Là, on peut faire un name dropping assez simple. Une artiste française d'origine malienne qui s'appelle Aya Nakamura. Même là, on a VG Dream, mais il voit rien. Voilà, ou VG Dream, ou on peut repartir un peu plus loin, Alpha Blondy, Kenja Fakoli, on a des grandes vedettes, Manu Dibango, Salif Keita, Youssou N'Dour. On a les très jeunes du côté du Nigeria. On a des très jeunes avec la nouvelle génération, voilà, toute la génération afro nigériane. Toute cette génération musicale qui fleurit en Afrique et qui traverse les frontières, qui vendent des millions d'albums et de disques dans le monde. Très franchement. Et puis certains qui s'exportent en plus aux USA. Donc, Bien sûr. Donc je pense que cette partie événementielle, musicale, événementielle en Afrique, lors de grandes compétitions, ça peut amener un plus en termes de vitrines, parce que ce sont des vitrines sportives, mais qui peuvent également être des vitrines de divertissement très importantes. Si tout le monde joue le jeu, quoi, parce qu'on sait que les moyens... Il faut jouer le jeu, c'est surtout ça. Si tout le monde joue le jeu, parce qu'on sait que les moyens sont pas énormes mais ça intéresse beaucoup de monde. C'est le sport national, le sport continental, c'est le football en Afrique. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Alors Kayz, on arrive à la fin de l'émission. Ma dernière question, c'est musique lors de grandes compétitions, important ou pas? Bon, je pense qu'avec tout ce qu'on a dit, on peut aisément deviner la réponse. La réponse. C'est très très important. C'est très très important. Ça va de pair, quoi. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Le sport, les sportifs aiment la musique, les musiciens aiment les sportifs, et les deux ensemble, ça fait un cocktail explosif. Et voilà,
Ne serait-ce que, voilà, on parle des hymnes nationaux, on parle des musiques officielles, on parle des musiques non officielles, on parle de la culture et de la tradition qui vont aussi s'inviter dans les compétitions comme le haka. Comme le haka, exact. Voilà. On va aussi parler de la musique ou du rythme, de la rythmique qui va s'inviter dans les entraînements. Enfin, voilà, on en a parlé vraiment dans tous les domaines, aussi dans le marketing, dans l'événementiel, parce que c'est aussi une industrie, la musique, et c'est une industrie qui rapporte, énormément. Qui rapporte beaucoup d'argent, qui intéresse beaucoup de monde. Donc les deux ensemble, et le sport et le football en particulier, et les autres, sont également des vecteurs de rassemblement. Donc oui, les deux ensemble. Les deux, je dis oui, mon capitaine. Oui, Eh ben merci. Merci Magali, c'est toujours un plaisir. De même, vraiment. Eh ben nous arrivons à la fin de notre émission. Comme on vient de l'expliquer, comme Kees vous l'a dit, la musique, c'est un vecteur d'unité au même titre que le sport. Il est donc devenu normal de l'associer aux grandes compétitions. N'oublions pas qu'il y a le côté financier qui motive et qui rapporte beaucoup d'argent. Alors, les institutions européennes et américaines ont compris. Ils communiquent en avance sur les artistes et sur les tubes autour de toutes ces compétitions. Alors, chères institutions africaines, mettez-vous au travail. Peut-être qu'à travers le sport africain, nous mettrons en avant certains artistes africains. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser quelques questions sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, si vous avez des questions bien sûr. Sinon, n'oubliez pas de télécharger l'application Stade Afrique sur Android et Apple Store. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. À très vite.